Et à tous et bienvenue, notamment à tous ceux qui endurent l'ambiance assez fraîche, il faut dire, de ce magnifique lieu. Ça explique à ceux qui ne sont pas à Grenoble pourquoi certains des intervenants ont gardé leur grand manteau. Table ronde, donc deuxième table ronde dont l'intitulé fait bien sûr écho à des débats qui traversent, voire déchirent la gauche depuis la montée en puissance de la France insoumise et de son charismatique leader Jean-Luc Mélenchon. Mais je précise tout de suite que nous allons pour cette problématique, élargir le champ, un champ qui tourne autour aussi de cette notion de populisme de gauche qui agite beaucoup les esprits en ce moment, et que nous allons essayer d'aller voir du côté aussi de l'Europe, notamment de l'Espagne, où la percée électorale encore inaboutie ou inaboutie de Podemos peut nous interroger, mais aussi en Amérique latine où c'est l'endroit où peut-être les victoires de la gauche ont été les plus fortes et où ensuite les dérives des victoires portées par des grandes figures charismatiques, mais où certaines de ces victoires ont pu donner l'impression de tomber ensuite dans de l'autoritarisme comme en Équateur, voire de la dictature comme au Venezuela. Bref, pour un tour d'horizon que j'espère le plus large possible, à la fois géographiquement et politiquement, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Daniel Obono, bonjour. Je vais vous laisser prendre un micro, tous les trois, comme pour la table ronde précédente, et à parler dedans pour qu'on vous entende. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes député France Insoumise de Paris. À vos côtés, Yves Saint-Omer, bonjour également. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8, fin connaisseur de l'Amérique latine en général et du Brésil en particulier. Vous aviez publié il y a quelque temps aux éditions La Découverte une petite histoire de l'expérimentation démocratique. Et enfin, Hayat Loukili, bonjour. Alors vous êtes membre du REACT, c'est l'acronyme de Réseau pour une action transnationale, ce qui veut dire à la fois beaucoup de choses et on ne sait pas exactement quoi, mais vous êtes aussi membre de la CGT Jeunes et du collectif Féroce, qui est un collectif inspiré du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, qui travaille notamment sur les questions féministes, et je passe sur tous vos engagements anciens à l'UNEF, au PS, même si ce serait intéressant de compter à la fin de la journée le nombre d'intervenants de cette journée qui sont passés par le PS avant de le quitter. Alors, première peut-être question pour tous les trois pour débuter ce tour de table. On sait que la politique ne se réduit pas aux urnes et c'est pour ça qu'on a voulu, pendant toute cette journée, avoir à la fois des gens de la société civile, des politiques, des chercheurs, mais on sait que les urnes sont sans doute une des composantes essentielles de la politique. Est-ce que pour gagner dans les urnes, il faut forcément des figures charismatiques? Daniel Obono, je vous laisse commencer. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation et merci de créer un espace de débat, y compris qui peuvent être polémiques, mais où on écoute et on respecte le point de vue des uns et des unes et des autres. Je pense que c'est assez rare pour le souligner, ça devrait être plus fréquent. Alors, est-ce qu'il faut, pour l'élection présidentielle, il faut un ou une candidate? Oui, pour l'élection présidentielle en France, dans la Ve République, avec la manière dont le système est construit, oui, du coup, il faut un ou une candidate qui va concentrer pendant des mois toute l'attention et sur qui va se porter le vote. Donc, on peut choisir de passer outre cette échéance. On peut essayer de subvertir un peu les règles, mais voilà, si on veut s'adresser dans une élection qui est quand même une des plus importantes aujourd'hui du champ politique, qui permet encore une participation, parce que c'est ça aussi l'enjeu la plus large, la plus importante, de pouvoir compter dans le débat et s'adresser au plus grand nombre. Il faut passer par là. Après, la question, c'est comment on fait pour rendre compte de ce qui est en fait qui sont des réalités toujours politiques, plurielles, diverses, et c'est tout l'enjeu, je pense, de nos courants qui sont pour l'émancipation collective, qui sont justement, qui vont à l'encontre de cette vision par en haut qui est inscrite dans le fonctionnement des institutions plus larges. C'est ce qu'on apprend à l'école, l'histoire des grands hommes, en particulier, et nous sommes plutôt de la tradition de l'histoire populaire, des histoires populaires collectives. Donc c'est toute cette contradiction qu'il faut arriver à tenir, à mettre en avant
des personnages, des candidats, des figures un peu uniques, mais essayer de le subvertir par la méthode et par les dynamiques qu'on construit qui sont fondamentalement collectives. Yves Saint-Omer, même question. Je crois que dans les élections, en particulier dans toutes les élections qui sont des élections uninominales, où on vote pour une personne, il y a effectivement la nécessité, si on veut avoir du succès électoral, tout simplement, d'avoir des figures charismatiques. Maintenant, je crois qu'il y a figures charismatiques et figures charismatiques, c'est-à-dire que est-ce que le pouvoir de cette figure-là, il est divisé, il est réparti. Est-ce qu'il sert à ce que des groupes qui sont représentés ou qui s'identifient à cette figure charismatique trouvent une autonomie, trouvent une force supplémentaire, s'organisent dans la société pour peser, y compris indépendamment de la figure charismatique? Ou est-ce qu'à l'inverse, la figure charismatique tend à concentrer l'ensemble du pouvoir qui émane de toutes ces personnes à son propre profit? Est-ce que la figure du dirigeant charismatique ou de la dirigeante charismatique, c'est un primus inter pares? Est-ce que, à l'inverse, c'est la personne qui va décider de tout? Et je crois qu'entre ces deux possibilités-là polaires, eh bien, il y a évidemment énormément de nuances. Ayat? Alors, bonjour. Pour moi, leader charismatique, j'ai envie d'opposer à leader oppositionnel, parce qu'effectivement, pour gagner une élection, il faut un leader qui est positionné dans un parti aujourd'hui. Et les leaders charismatiques, en tout cas Macron, je n'ai pas l'impression que c'est un leader charismatique. François Hollande, je ne pense pas qu'on pouvait dire que les Français le trouvaient charismatique. En tout cas, les sondages ne nous disaient pas ça. Et du coup, moi en tout cas, qui me situe plutôt aujourd'hui dans des espaces de contre-pouvoir, on ne se reconnaît pas. Voilà, on ne se reconnaît pas dans ce système qui nous où effectivement, de fait, il y a un contrat social où il faut aller voter. Et souvent, ces leaders-là, ils représentent une partie de leur petit monde. J'ai dit qu'on n'allait pas parler seulement de la France Insoumise, j'ai pas dit qu'on n'allait pas en parler, d'autant que la France Insoumise s'est réunie la semaine dernière, le week-end dernier à Clermont-Ferrand pour un peu structurer, enfin je sais pas si c'est le bon terme pour quelque chose que Jean-Luc Mélenchon définit comme gazeux, mais toujours est-il que Jean-Luc Mélenchon a ouvert ses journées, non pas en tant que leader de la France Insoumise, mais en tant que chef du groupe parlementaire de la France Insoumise. Ça signifie qu'il n'y a pas de leader à la France Insoumise? Donc c'est le président du groupe parlementaire. Oui. Ça signifie que le mouvement que l'on essaie de construire, c'est une forme d'expérimentation. On ne dit pas on va réinventer l'eau chaude ou qu'on est complètement originaux, mais on essaie de faire un mouvement où il y a une répartition des responsabilités, il y a des espaces différents, c'est ce qu'on a présenté. Il y a le groupe parlementaire qui de fait assume la direction d'une certaine manière du mouvement, la direction politique, parce que c'est au quotidien que nous sommes confrontés à des choix qui sont auxquels on répond voilà, au jour le jour. Mais il y a d'autres espaces et il y a des espaces collectifs. Donc oui, il n'y a pas un chef de la France Insoumise ou une chef. Il y a des espaces, il y a des différents types de tâches qui sont aujourd'hui partagées par un grand nombre de militants. L'espace d'élaboration programmatique, par exemple, va compter à terme plus d'une centaine d'animateurs et d'animatrices. Et c'est voilà, le type de dynamique et le type de méthode qu'on veut construire. Mais je voudrais juste faire peut-être une incise par rapport au débat plus général, parce que bon, après les termes sont ceux qui sont, mais ils peuvent être des fois un peu contraignants. Moi, je pense que c'est une chose de dire qu'on construit une dynamique collective. Et en même temps, je pense que la politique, elle est incarnée d'une manière ou d'une autre. Et elle a besoin de s'incarner parce que justement on ne veut pas que ce soit quelque chose d'éthéré, de théorique, ou alors le discours de l'expertise avec des chiffres déshumanisés, parce que pour moi la politique c'est l'organisation de la cité, c'est des choses très concrètes. Et donc
La question, c'est comment elle est représentée. Je pense qu'on peut retourner aussi le débat et de ne pas rester dans justement le terme même de leader charismatique avec tout ce que ça renvoie, qui est pas très émancipatrice comme conception. Et voilà, donc comment on représente, et la représentation du coup c'est une dynamique, ça va dans les deux sens. Il y a la question de rendre compte aussi de ce qu'on représente, et il y a la question des différentes formes de représentation. Aujourd'hui, je pense que oui, la gauche a besoin de différentes formes de représentation, politique, intellectuelle, médiatique, etc. Enfin, la gauche, des idées progressistes qu'on défend, et posées de cette manière, je pense que ça permet de sortir justement de cette espèce de contrainte intellectuelle où il faut penser la parole politique, la politique, à travers une seule figure. Il y a des multiplicités de figures, et je pense que dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif, oui, pour y compris redonner aux gens l'envie d'être des citoyens et des citoyennes, parce qu'on se voit, parce qu'on entend des choses qui parlent, et je finis vraiment là-dessus. Nous, l'expérience qu'on a en tant que députés, déjà, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule personne, il y en avait au moins 17, puisqu'on est 17 à être élus, et des citoyens, des habitants, des militants qui viennent nous dire « ça fait du bien d'entendre ». Voilà, Caroline Fiat, Adrien Caténin, ça fait du bien de voir ça et ça nous donne envie de s'impliquer. Et je pense que c'est ça qui est important. Les dirigeants politiques, les représentants et les représentantes, ils donnent confiance. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et en ce sens-là, oui, il faut une incarnation qui donne envie de changer le monde, quoi. Sur ces questions, Yves Saint-Omer, vous êtes un spécialiste de la démocratie participative. Comment est-ce que vous regardez cet objet politique non identifié qu'est la France insoumise à partir de vos expériences ? Ce qu'on peut voir, notamment en Amérique latine, mais pas simplement, c'est qu'on a eu en même temps le développement de dispositifs de participation horizontale qui permettaient plus d'implication de citoyens non élus dans la prise de décision, plus d'auto-organisation et des figures charismatiques ou positionnelles peut-être, mais en tout cas des figures qui incarnaient en même temps des valeurs, des combats, des luttes qui se menaient également à la base et de façon plus anonyme. Donc je crois que l'incarnation dans des figures et puis l'auto-organisation et la mobilisation sont de facto pas incompatibles les unes avec les autres. Mais en même temps, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la question c'est de savoir si, au bout du compte, la figure qui incarne, ou les figures qui incarnent, elles accaparent le pouvoir ou pas. Est-ce qu'elles sont à la tête d'une institution, ou elles ont légalement le pouvoir de l'imposer ou pas? Prenez l'exemple de Gandhi ou de Nelson Mandela, les moments où ils ont le plus pesé dans leur pays étaient des moments où ils n'avaient pas de position institutionnelle d'État, mais même pas de position institutionnelle de parti véritablement. C'est à travers leur autorité morale, à travers le parcours qu'ils incarnaient, qu'ils pouvaient donner un sens à travers leur personne à un mouvement bien plus large. Je crois que ce n'est pas exactement la même chose que le leader ou la leader qui contrôle à la fois un parti, éventuellement un État, et qui du coup concentre dans ses mains l'ensemble du pouvoir. Et donc voilà, on est dans des contradictions qui ne sont pas forcément faciles à résoudre de ce point de vue-là. Si Ayat Loukili, la France insoumise, semble un objet politique encore alors gazeux, mal identifié, qui polarise d'ailleurs beaucoup, c'est aussi parce qu'on a l'impression que la France insoumise veut être à la fois un mouvement social et un parti politique. Enfin, à la fois agir dans la politique institutionnelle telle qu'elle est et représenter un mouvement social. Vous qui avez connu la politique institutionnelle, la politique partisane, qui avait plusieurs engagements du côté des associations. Comment est-ce que vous percevez ça une fois qu'on a compliqué l'idée, et ça je pense sur lequel on sera tous d'accord, qu'il n'y a pas les partis politiques qui seraient les débouchés de mouvements sociaux qui seraient bouchés. Comment est-ce que vous, depuis quand même cette redéfinition à laquelle oblige un peu la France insoumise, vous articulez ces relations possibles entre la société, ce qui fait le vivant d'un corps politique, et sa traduction institutionnelle? Moi, en ce moment, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi la gauche, elle n'a pas réussi? Et pourquoi aujourd'hui, elle ne répond pas aux aspirations d'une grande partie d'entre nous? C'est que
elle a souvent parlé de partage des richesses, jamais des partages de pouvoir. Et quand effectivement j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la France insoumise, qui croient en l'auto-organisation, et en disant bon, il faut repartir vers la base, faire du porte-à-porte et tout ce qu'on fait, quoi. Moi dans le React et dans des associations, notamment l'Alliance citoyenne, elle fait ça, elle fait du contre-pouvoir, elle va au devant des gens. Sauf que le pouvoir, il est dans nos organisations, on sait comment il se partage. Et du coup, moi, ce que j'en vois, en tout cas, de mon expérience, où je suis restée à peine 2 ans au Parti Socialiste, et d'ailleurs, j'étais très proche de Mélenchon, parce qu'on a voté le non, quoi. Et j'en suis sortie à ce moment-là. C'est que les espaces qu'on nous propose aujourd'hui, en tout cas, les femmes ont peu de place, et on peut regarder les dernières sorties sur l'UNEF ou sur un certain nombre d'organisations de jeunesse pour comprendre que, en fait, quand t'es une femme, t'as peu de place dans cet outil-là. Quand t'es racisée, encore moins. Et la vraie question, elle est sur quand est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de leaders positionnels qui vont émerger de la société civile à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les lieux de pouvoir et de décision. Et moi, quelquefois, ça me dérange d'avoir un leader charismatique qui va nous dire bon, on va gagner ensemble, je sais ce que vous êtes censé, ce que vous vivez, on comprend. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à comment on co-construit. Et effectivement, des primaires citoyennes pour ouvrir et décider du candidat à l'élection présidentielle, ça ne fonctionne pas. La démocratie participative, comment elle s'est mise en place ces dernières années en France, en tout cas, moi je suis de la génération CPE, ça ne fonctionne pas. Quand on propose de mettre un bulletin pour dire stop à la montée du Front National, on le fait tous. Aujourd'hui, ça ne nous convient plus. Et comment aujourd'hui on arrive à associer, et on n'associe pas qu'une petite frange de la population dans les espaces de décision et de pouvoir. Et de fait, effectivement, il faut qu'on construise des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis la première à me dire je vote finalement, et en même temps, je me saisis plus de cet espace. Et la question, c'est comment on y arrive. Daniel Obono, encore une question quand même sur la structuration, parce qu'on est dans l'actualité de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon décrit une organisation qui serait ni horizontale ni verticale, mais gazeuse. Je ne vais pas vous demander exactement ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On a beaucoup aussi parlé la semaine dernière à Clermont-Ferrand de polycentrisme. Moi, la question que je me pose, c'est si cette volonté de s'affranchir d'une structure partisane classique, dont on voit bien ce qui la motive au vu des bouleversements de l'échiquier politique, est-ce que vous craignez pas que ce soit aussi une manière d'éviter que le pluralisme puisse s'organiser de manière interne? Parce que on peut reprocher beaucoup de choses au Parti socialiste, mais pas d'avoir organisé des courants, des fois très à gauche, qui après, des fois, ont rompu avec lui. D'abord, il n'y a pas eu que Jean-Luc Mélenchon qui a parlé du mouvement. D'abord, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. Qui ont été les chevilles ouvrières pour le coup, avec d'autres, beaucoup d'autres. Donc, comme quoi, c'est important de le rappeler parce que la parole, elle est déjà multiple, y compris là-dessus. Charlotte Girard, par exemple aussi. Et ça, c'est une réflexion aussi collective. On est en train on essaie de construire un mouvement et d'appréhender aussi ce qu'on fait. Et donc, cette parole-là et la manière dont on le conçoit, elle est multiple. Pour ce qui est du pluralisme, et je pense que les derniers mois le montraient, les 17 députés, peut-être ce qu'on voit le plus, il y a des personnes issues du parti de gauche, des personnes issues du parti communiste, moi issu du NPA de Ensemble, des gens qui ne sont issus d'aucune forme organisée. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui de ce qu'est la représentation politique de la France insoumise à l'Assemblée. Et c'est pas, je pense que beaucoup l'ont peut-être découvert et beaucoup le connaissaient individuellement les uns et les autres. Je pense que on voit bien qu'il y a des singularités, qu'il y a un pluralisme et une diversité. C'était déjà le cas pendant la campagne dans l'espace politique. Qui était un cadre collectif de débat et de réflexion où on retrouve aujourd'hui qui s'est élargi par ailleurs avec des écologistes insoumis, du Parti communiste, etc. Donc voilà, à part
rappeler ça et rappeler aussi que, voilà, effectivement, la question c'est à quoi ça sert, c'est-à-dire dans un parti, le Parti socialiste, mais c'était aussi le cas de la LCR dont je suis issue, du NPA, avec voilà, des tendances, des fractions, etc. À quoi sert le parti? Quel est l'objectif? Nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne veut pas faire un parti, c'est qu'on veut faire un mouvement qui a un objectif clair, la prise du pouvoir, convaincre une majorité et surtout mettre en œuvre un programme, l'avenir en commun, avec une méthode, un processus, la révolution citoyenne. Et y compris quand on parle du rapport entre mouvement social et mouvement politique. L'idée, c'est pas dire on veut être à la fois un mouvement social et un mouvement politique. On est un mouvement politique qui a cet objectif clair-là. Et là-dedans, effectivement, il y a des appréciations différentes. C'est juste que ce qui nous fédère, c'est un même programme. Et c'est ça qui permet justement à la diversité d'exister. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur les objectifs du programme. Et ce qu'on veut enclencher, c'est un processus avec, par exemple, la constituante, qui est de dire... dans ça, on va avoir une multiplicité de choses. Mais c'est juste ça, c'est énorme, mais ce n'est rien que ça. Et que par ailleurs, qu'il existe des partis, tant mieux. Qu'il existe une diversité de points de vue, tant mieux. Ça participera au débat, à la richesse du débat collectif. Mais voilà, justement, on ne veut pas faire un parti pour ne pas contraindre cette multiplicité à une homogénéité factice. Et en fait, derrière, ce sont les guerres de courant qui existent. On a une base, un socle, qui est le programme. On se bat ensemble et on agit ensemble pour le faire avancer. Et en même temps, on garde cette diversité-là. En tout cas, c'est l'expérience de la campagne, la réalité de la campagne dont moi je peux témoigner, et celles et ceux qui y ont participé y ont témoigné, la réalité de ce qu'est le groupe parlementaire et de ce qu'on essaie de faire. Après, c'est un pari. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va émerger, et ça se fait aussi dans un moment où, voilà, on ne fait pas ça dans une bulle, on va aussi être influencé par si la dynamique prend, etc. Et on verra. Mais en tout cas, c'est ça l'intention, c'est ça le pari qu'on donne, parce qu'on pense que c'est de ça qui a besoin aujourd'hui, effectivement, de changer les manières de faire, quoi. Yves Saint-Omer. En même temps, on a en France tout de même... Ça fait 3 fois que vous dites en même temps, Yves Saint-Omer. Il va falloir faire attention parce que c'est un vocabulaire maintenant très macroniste. On a un système en France, institutionnellement, qui est terrible. La figure du président de la République, on n'a jamais eu de présidente, qui concentre l'essentiel des pouvoirs, qui incarne institutionnellement et qui gouverne, est une anomalie par rapport aux pays voisins. C'est vraiment profondément pathologique. Et il me semble que un des paradoxes tout de même de la France insoumise, c'était finalement d'être né à l'occasion de la pire des élections qu'on peut concevoir, et autour d'une figure très présidentielle qui dit à la fois vouloir dépasser cette Ve République et qui en même temps l'incarne à la perfection presque. Donc ça fait une difficulté objective, me semble-t-il, qui ne sera pas facile à surmonter. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible, mais quand on pense en plus qu'il y aura une prochaine élection présidentielle, on peut avoir la sensation que tout se concentre autour... Vous dites la prise du pouvoir, mais c'est la prise du pouvoir présidentielle qui déclencherait d'un seul coup le basculement de la société d'un modèle à un autre, des institutions d'un modèle à un autre, et du développement économique d'un modèle à un autre. Non, mais enfin, effectivement, il y a cette contradiction, on est tout à fait d'accord. Et nous, on l'a assumé quand on appelait à la manifestation du 18 mars pour la 6e République. On dit qu'on veut être au pouvoir pour mettre fin à l'institution de la 5e, à la monarchie présidentielle, etc. Donc oui, ça fait partie des contradictions qu'on veut dépasser. Mais un élément, l'idée, c'est pas juste de dire on va faire du saut de mouton d'élection en élection. On pense que d'ailleurs, c'est pas par les élections simplement que ça va se faire. Pourquoi est-ce que c'est important, ce qu'on a discuté à Clermont et le mouvement qu'on veut construire, c'est justement pour construire ce rapport de force social dans la société, ce contre-pouvoir et développer, participer avec d'autres à développer une contre-culture, à des débats, etc. Parce qu'on pense que
en même temps, il faut donner une direction politique, il faut avoir prise dans les institutions et ne pas laisser à d'autres le terrain et de déterminer dans la conscience de masse qu'il n'y a pas d'alternative, etc. Et il faut, de manière précise, reconstruire au plus près des citoyens, avec les citoyens, ces liens sociaux, cette culture de la résistance, etc. Donc pour nous, ça va ensemble, ça s'articule ensemble, l'intervention dans les institutions et ce qu'on essaie de développer avec des méthodes qu'on emprunte à d'autres, parce qu'on voit aussi que ça crée de l'éducation populaire, etc. L'idée, c'est pas dans 5 ans, simplement on refera l'élection présidentielle, comme on l'a fait d'ailleurs là précédemment. On espère que notre camp social aura peut-être obtenu des victoires, quelques-unes, et qu'on aura avancé justement dans cette reconquête de l'hégémonie culturelle et idéologique. Ayat Loukili, vous qui connaissez bien ces problématiques d'éducation populaire et qui êtes la seule des intervenants à n'avoir pas encore prononcé le syntagme en même temps. J'ai envie de dire en même temps, non, je ne vais pas dire en même temps, mais moi ça me questionne, c'est aujourd'hui quand on fait de la politique, on lance des mouvements, tout le monde veut lancer des mouvements. Donc c'est vrai que ça a marché avec Macron, hein. Il a lancé son mouvement En Marche et hop, il a pris le pouvoir. Et il a construit ensuite une organisation bien sclérosante et sclérosée. Et moi aujourd'hui, avec mes 10 ans, voire 15 ans d'expérience syndicaliste et tout, je me dis, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux gens en France, quoi? Est-ce qu'on leur propose des mouvements pas forcément homogènes, en transversalité, pour aller prendre le pouvoir pendant 5 ans et derrière organiser après une forme d'organisation du parti? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de construire une transformation et se dire qu'effectivement, dans les années 60, ou en tout cas quand la gauche pesait en France, dans les années 36, effectivement, les élus n'étaient pas hors sol. Les élus, ils faisaient des campagnes. Il y avait, on le sait, hein, les syndicats étaient pas, on n'a pas construit la charte d'Amiens pour rien. C'est que le syndicalisme et le politique se mêlaient quelquefois. Et si c'est ça, je me dis, notamment avec la logique d'auto-organisation, c'est de dire, bon, on veut des partis politiques qui ne soient plus des syndicats d'élus, mais beaucoup plus militants et moins hors sol, c'est intéressant. Mais moi, ça me questionne de se dire, on est en mouvement transversal parce qu'on ne sait pas comment les décisions se prennent dans le groupe. Et ça, je pense que beaucoup de Français se questionnent sur comment aujourd'hui... Chez En Marche, on sait maintenant comment ça s'organise. Comment ça s'organise chez la France Insoumise ou demain dans le M17 ou ailleurs? On voit bien qu'il n'y a pas sans doute le point d'équilibre juste dans une organisation entre permettre des incarnations nécessaires et une démocratie la plus radicale possible à l'intérieur même de l'organisation. Mais on sent bien que la réponse qu'on peut juger insatisfaisante ou imparfaite ou pas encore suffisamment claire de la France Insoumise, elle répond à un basculement quand même politique et social beaucoup plus vaste, où ça a été d'ailleurs théorisé par certains membres de la France Insoumise, on ne peut plus lire la société en termes de classe sociale, enfin plus complètement, ça ne veut pas dire qu'elles auraient disparu, et que donc les partis tels qu'ils existent, notamment voilà cette adéquation qu'à un moment il représentait le Parti communiste français par rapport à une classe ouvrière qui existait à la fois en soi et pour soi, n'est plus là, et que donc il faut trouver d'autres manières d'articuler les demandes notamment populaires. Une de celles-là, c'est le populisme de gauche, théorisé par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui a inspiré à la fois Podemos et la France Insoumise, mais que certains à gauche jugent complètement inappropriable, parce que le populisme, ça fait peur. Comment, j'aimerais bien avoir juste un tour d'horizon de comment tous les trois vous situez par rapport à ça. Alors, en préalable, je n'ai pas lu et toujours pas lu ni Laclau, enfin un peu Laclau, mais pas Chantal Mouffe, donc je ne vais pas parler à partir d'une analyse théorique de ces courants. Je
préfère le dire. Mais moi, je me situe d'abord par rapport au constat et à la réalité, qui est pas celle, enfin, c'est pas simplement les théories dans la France insoumise, c'est la réalité de la crise démocratique, du désengagement citoyen, pas simplement dans les partis ni les syndicats, mais aussi au niveau associatif, la fin de la lutte des classes ou le fait qu'il n'y ait plus, enfin je pense que personne dans la France insoumise ne le pense, mais où l'effet du néolibéralisme, la précarité, etc., a remultiplié les catégories, fragilisé les repères de classe et le fatalisme idéologique en disant qu'il n'y a pas d'alternative d'une part, et que voilà, cette réalité-là, elle est composite, qu'elle est multiple, et elle ne peut plus se penser, du coup, avec les schémas théoriques et organisationnels du siècle dernier. Tout simplement, ça, c'est cette réalité-là, sociologique, culturelle et économique. Et y compris, si on revenait sur la grande époque du Parti communiste, mais bien avant, il y a toujours eu une multiplicité voilà, du mouvement, de la classe, etc. Elle n'est unifiée que par volonté politique, par stratégie, et donc, encore une fois, il n'y a rien de très original à ce qu'un mouvement politique puisse élaborer et produire une pensée en termes de voilà, comment est-ce qu'on fédère. Voilà, c'est ça, qu'on fédère de cette multiplicité-là autour d'un objectif commun. Ça ne veut pas dire effacer cette diversité, mais voilà, la rassembler ou l'organiser collectivement pour un but. Et donc, moi c'est ça qui m'intéresse. Je me rappelle une conférence justement où intervenaient Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon à la maison la maison de l'Amérique latine, et où je trouve que c'était vraiment extrêmement bien posé pour l'une et l'autre, où il y a une analyse de classe, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, il y a une analyse de classe et qui reconnaît le facteur de classe, où derrière il y a aussi la dimension écologique, et où du coup comment ça change aussi un certain nombre de paradigmes, et où la stratégie de dire ce qu'on veut, c'est pas unifier la gauche, mais fédérer le peuple, pour moi, c'était voilà, une manière très claire de le dire, et j'adhère vraiment à cette idée-là. C'est ça l'objectif. Et ensuite, de quels moyens on se dote. Et nous, ce qu'on essaie de tester, voilà, c'est une nouvelle forme organisationnelle qui répond à ça. Et qui répond aussi, je finis là-dessus, pas simplement à la déstructuration, mais aussi aux nouvelles envies, aux nouvelles manières de faire de la politique. Nous, dans la campagne, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des militants qui passaient beaucoup de temps à diffuser des tracts, qui ont construit ce mouvement-là avec ces habitudes-là, que moi j'ai aussi. Et puis il y avait des gens qui ont passé une bonne partie de la campagne sur les réseaux sociaux, à diffuser des vidéos, à en faire, à élaborer, qui n'étaient pas des militants qui tractaient tous les matins, mais qui sont aussi, voilà, il y a aussi ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles envies. On n'a plus peut-être envie de passer tous ces lundis ou toutes ces soirées en réunion, etc., même s'il faut le faire. On a peut-être juste envie de passer 5 minutes sur Internet et de diffuser une vidéo, et ça, c'est un acte politique. Et ça, il faut reconnaître la valeur et la légitimité de ces nouvelles manières de faire de la politique. Et c'est voilà, en tenant compte de tout ça qu'on essaie de trouver une réponse qui s'appuie et s'inspire et s'alimente de ces nouvelles formes-là. Yves Saint-Omer, sur ce syntagme qui fait beaucoup débat, et ou même si on n'est pas dans la pure symétrie parfois malhonnête, c'est-à-dire ceux qui disent voilà, le populisme de gauche c'est exactement comme le populisme de droite, alors qu'on peut tout à fait imaginer que le peuple désigné par le populisme de gauche est un peuple en tout cas qui veut être en construction, construit et pas notamment homogène ethniquement, hein, comme certains populistes de droite veulent faire croire. Mais est-ce qu'on peut penser un populisme pour à la fois se tenir un peu à l'intitulé de cette table ronde et la déborder, qui soit d'une autre nature qu'un lien plébiscitaire entre celui qui l'incarne et le peuple qu'il veut construire? Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, les identités de classe aujourd'hui sont plus porteuses de la même centralité qu'elles pouvaient l'être au siècle précédent, et que notamment la classe ouvrière continue d'exister en tant que classe exploitée, mais bien moins en tant qu'acteur politique qui, autour de son combat,
organise la polarité de la vie politique. Et du coup, l'appel au peuple, après tout, peut être un substitut, c'est l'idée, et le peuple, c'est aussi le pouvoir du peuple, la démocratie, et donc en appeler au peuple, se revendiquer populiste de cette façon-là, peut être une voie, effectivement, rhétoriquement, en tout cas, intéressante. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le peuple? Alors, on peut différencier assez facilement un populisme de droite, entre guillemets, ou d'extrême droite, qui a une conception ethnique du peuple, qui a une conception totalement homogène du peuple, et puis un populisme de gauche qui construirait le peuple. Mais alors comment on le construit aussi? Et il y a plusieurs manières de le faire. Il me semble que de ce point de vue-là, l'apport de Laclau et Moufle, c'est de dire que la politique, c'est pas simplement des arguments, c'est pas simplement un discours rationnel, mais qu'il y a des émotions, des rapports d'identification. C'est pour ça, vous disiez, la politique, c'est incarné. C'est pour ça que l'incarnation dans des symboles, dans des personnes, est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors après, il y a les émotions, mais il y a aussi, par exemple, une cohérence des politiques publiques. On a vu au Venezuela, il y avait l'incarnation maximale, les émotions maximales, mais des politiques publiques qui étaient si catastrophiques qu'au bout du compte, ça s'est transformé en une catastrophe pour le peuple qui s'identifiait au leader. Et puis, est-ce que la construction du peuple, elle se fait de façon plurielle ou pas ? De ce point de vue, l'expérience de Podemos en Espagne est assez intéressante parce que on a eu quelque chose de très pluriel. On a eu un énorme mouvement à côté de Nuit debout, c'était rien du tout, le 15M, les indignés espagnols, qui était un mouvement avec très peu de leaders. Il n'y avait pas beaucoup de figures identifiées, c'était un mouvement de base, multiple, avec des centaines de figures importantes. Et puis on a eu ensuite des mobilisations pour la défense des services publics. Et puis on a eu l'émergence d'un parti qui, d'une certaine manière, s'inscrivait dans les mouvements sans tête précédents, mais qui, cette fois-ci, concentrait autour d'un, deux leaders nationaux quelque chose et qui a apporté, qui a transformé la politique espagnole. Mais il y avait aussi les municipalités du changement, qui n'étaient pas dépendantes du parti politique, avec des figures à Madrid, à Barcelone, avec Ada Colau, qui sont des figures indépendantes de cette constellation-là. Et puis comme c'est un pays pas fédéral, on l'a bien vu avec ce qui se passe en Catalogne en ce moment, mais en tout cas très décentralisé, avec des identités régionales fortes, on a aussi une pluralité de ce point de vue-là. Il n'y a pas simplement le centre à Paris qui dirige tout. Donc au bout du compte, on a une constellation. Et il me semble qu'un vrai changement social progressiste aujourd'hui, ça doit passer par une constellation. Vous le disiez aussi tout à l'heure, en disant qu'il n'y a pas qu'une seule figure. On verra si dans quelques années vous pouvez dire Mélenchon a dit n'importe quoi la dernière fois, mais moi je vous propose une voie bien plus intéressante. Pour le moment, Mélenchon peut dire bon, Daniel Obono, je suis pas d'accord avec elle. Voilà, et qu'il puisse y avoir des débats publics de ce type-là, je l'espère fortement. Je me retrouverai d'ailleurs personnellement bien plus dans la France insoumise si ça se passe comme ça. Mais je crois que ça sera ça l'enjeu, c'est-à-dire une construction du peuple qui passe pas par une seule figure. Et de ce point de vue-là, les théoriciens intéressants, Laclau et Mouffe, ont souvent tendance à penser que l'unification du peuple doit passer aussi par une personne, un parti. Et de ce point de vue-là, je crois que ça sous-estime beaucoup à la fois l'ampleur des acteurs qui contribuent au changement et puis ça sous-estime les risques de concentration du pouvoir dans la personne, dans les mains d'un seul leader ou d'une seule leader. Hayat Loukili. J'ai une amie qui me disait tout à l'heure que le populisme, souvent pour elle, c'est un mot qui nous rendait pas très intelligents. C'est pour renvoyer au discours d'introduction. Et je trouve que c'est vrai que... Qu'est-ce que ça veut dire populisme ? On ne sait pas tous. On sait qu'il y a quand même eu une histoire autour du fascisme et un certain nombre de choses qui fait que ça fait peur, l'air de rien. Moi, la clé de lecture, je me dis, bon, quand c'est un homme politique qui fait du populisme, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est souvent au service d'échéances électorales ou d'un certain nombre de choses. Et en même temps, les expériences, que ce soit la dernière expérience ou dans le nord du Maroc, où il y a toute une société civile
qui s'opposent et qui disent stop à l'arrêt de l'injustice et à l'arrêt de l'arbitraire, et qui ont des mots d'ordre assez intéressants, qui détournent le Allah al-Watan al-Malik, qui est la devise du Maroc, c'est de dire Dieu, le royaume et le roi, et qui le transforme en Dieu, un royaume et le peuple. Là, je trouve ça intéressant. En fait, quand c'est les gens avec leurs propres identités qui viennent, qui demandent de la justice sociale et qui transforment ça, ou quand en Inde, des mouvements comme le Jana Sanskriti, qui repartent de cultures dans le Bengale, qui sont très proches de se dire comment on veut faire en sorte d'arrêter le patriarcat en mobilisant de nouveaux outils et tout, en mobilisant nos origines et nos situations. Et d'ailleurs, les méthodes d'auto-organisation dont la France insoumise souhaite s'inspirer, c'est celle du community organizing, de l'empowerment. À Grenoble, ça se fait, et les gens, ils partent d'eux, quoi. Et on part de nos situations et de nos vécus. Et pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire le populisme. Ça me fait peur quand c'est des politiciens qui l'utilisent, de gauche comme de droite. Parce que souvent, c'est avec des fausses informations. Souvent, on a une extrême droite qui sait très bien manipuler le populisme. Et c'est en réponse au Front National, il faut se le dire. Jean-Luc Mélenchon, il a utilisé à des moments le populisme pour combattre le Front National. Et je trouve que c'est simpliste. Souvent, on a des réponses très simplistes sur la question de l'Europe, sur un certain nombre de choses, alors que le monde est complexe, que la globalisation est complexe. Moi, j'ai l'impression, je suis issue de la mondialisation, je dis même je suis un produit de la mondialisation, et du coup, il faut faire attention, quoi. Parce que le populisme, c'est aussi le retour à la nation, le retour aux frontières, le retour à un certain nombre de formes de peur, qui, moi, je mets, en tout cas en tant que contre-pouvoir, je mets vigilance plus, quoi. Daniel Obono, je vous laisse répondre. Je vais réagir, mais y compris rappeler comment le terme a été imposé et posé dans le débat par en haut, par l'institution médiatique, en disant ça c'est du populisme. D'abord, voilà, ça c'est... bon, donc déjà, déconstruisons les bases telles qu'elles sont imposées dans le débat. Y compris telles qu'elles peuvent être revendiquées. On a vu qu'il y a des populismes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, et que, y compris dans les références du populisme de gauche, on peut trouver plein de sources. Et dans la France insoumise, il y en a qui font la référence à Mouffe, à Laclos, elle est importante, elle est réelle et légitime, mais pour des personnes, des sensibilités qui sont inspirées des luttes de libération nationale, la question du peuple, la question des peuples, du droit du peuple à l'autodétermination, on pourrait dire que c'est une forme de populisme. Et c'est pourtant des valeurs d'émancipation qui ont été portées, qui sont aujourd'hui encore portées. Là, le débat dans l'État espagnol et de la Catalogne le montre, l'acuité de ces débats-là. Donc, c'est une forme de populisme. Et moi, pour le coup, j'ai pas lu Mouffe, mais j'ai lu tous les auteurs des luttes de libération nationale avec des contradictions, justement, ce peuple-là. Et on l'a vu dans les expériences de décolonisation postcoloniale, etc. C'est très complexe. Et pourtant, c'est une valeur émancipatrice internationaliste. Donc il y a une forme de populisme internationaliste qui existe et dont moi je me revendique, je n'appelle pas ça populisme, pour moi c'est de l'internationalisme, de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc on voit bien que voilà, il y a cette contradiction. Et un deuxième élément sur la question démocratique. Par exemple, nous quand on parle de souveraineté populaire, et qu'on oppose aujourd'hui la manière technocratique dont l'Union européenne construit aujourd'hui les institutions et les symboles européens, etc. Je pense que justement c'est une manière de sortir et de répondre à une autre vision de la souveraineté qui est nationaliste, qui est ethnique, etc., du peuple comme unifié, uniforme, et d'essayer de subvertir justement le caractère, on va dire, communautaire et de repli en disant oui, on défend la souveraineté du peuple, des peuples, au nom de la démocratie. Et ça, c'est aussi une valeur progressiste d'émancipation, de dire il faut qu'on soit en capacité de décider nous et
après, on fait en fonction de ce qui est décidé, mais ça, c'est une valeur fondamentalement démocratique. Et donc, je pense que c'est important au-delà des mots, il faut bien des mots pour synthétiser des slogans, mais déconstruire, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a et quelle dynamique, dans quelle dynamique on est dans le débat. Et juste dans cette dynamique, sur cette idée d'auto-organisation, de community organizing, qui a été pas mal présent la semaine dernière à Clermont-Ferrand, donc il y a une notion, je le rappelle, qui vient de Chicago, des travaux d'Alinsky. Pourquoi ça émerge maintenant? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi est-ce que ça émerge maintenant? Parce qu'il y a des militants et des militantes qui portent ça. Dans la France Insoumise, ce n'est pas la seule, mais quelqu'un comme Leïla Chaibi, qui vient aussi d'une expérience d'auto-organisation dans les mouvements Jeudi Noir, etc. Donc ce sont des militants avec des trajectoires particulières qui portent cette expérience-là, qu'on a testée à petite échelle et qu'on essaie de populariser ça, qu'on essaie de populariser aussi aujourd'hui, justement pour changer les habitudes militantes, où on a une manière de militer qui est, on va dire, très classique, voilà, très routinière qu'on a tous, et où c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut aller, et nous on assume de dire, on veut raccrocher, interpeller et réengager en politique toutes celles et ceux qui aujourd'hui majoritairement ne font plus de la politique. Et la manière de le faire, on continue à être dans des collectifs unitaires, syndicats structurés, etc. Mais on voit bien que les gens avec qui on veut discuter ne sont plus dans les cadres organisés ou structurés. Et donc c'est un outil parmi d'autres. Justement, on ne fait pas du passé table rase, on ne prétend pas qu'on continue à défendre l'organisation dans des syndicats, on continue à défendre ces formes plus classiques, mais c'est voilà, un outil qui nous semble intéressant et qui correspond un peu à la stratégie qui pour nous d'aller faire avec les gens, développer l'auto-organisation, cette méthode, encore une fois, quand on parle de révolution citoyenne, quand on parle voilà, de dynamique de redonner du sens à la citoyenneté, voilà, ça correspond en tout cas à cette démarche-là. C'est un outil au service de cette analyse-là et de cette stratégie-là. Hayat Loukili, sur cette pratique que vous-même vous utilisez et que vous voyez la reprise. Sincèrement, on est content que des partis politiques s'intéressent à ce type de méthode. Quelquefois, on s'interroge quand Emmanuel Macron souhaite faire du community organizing, on se dit d'accord. Après tout, le community organizing, quelquefois, c'est très simple, hein, c'est d'aller faire des porte-à-porte et de dire bonjour aux gens et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous voulez transformer dans vos autres environnements proches, à l'école, dans votre entreprise, mais l'air de rien, il faut faire attention, quoi. Parce que quand nous, on met en place du community organizing, on le fait au service en tout cas, c'est pas on le fait au service, les gens le font pour eux-mêmes. Quand tu es femme voilée, tu subis un certain nombre de pressions parce que tu ne peux pas accompagner ton enfant à l'école dans sortie scolaire. C'est à elles, en fait, de mobiliser leurs énergies. C'est à eux de mobiliser leur voisinage pour pouvoir trouver des solutions ou se mettre en friction avec l'autorité qui a le pouvoir de décider sur cette situation. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir instrumentalisation ou non? Parce que moi, je trouve ça vraiment, quoi, quand on lit l'histoire des mouvements sociaux et des partis politiques, à un moment donné, avant, les partis le faisaient. Hein, donc, c'est intéressant que la France Insoumise se forme à ça. La vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont émerger, qui vont être différents des personnes qui sont issues souvent des milieux dans lesquels aujourd'hui la politique se fait, et quelle place on va leur donner? Parce que jusqu'à maintenant, la place, elle était minoritaire, et moi, je veux quand même mettre un petit bémol à Daniel Obono. En fait, il y a plein d'endroits où les Français agissent aujourd'hui. C'est pas vrai. Dans les quartiers populaires, les gens s'organisent. Et je suis certaine que des Gandhi et des Nelson Mandela et d'autres personnes sont en train d'émerger. La classe politique ne les voit pas, mais on s'organise au fait. On s'organise certainement pas en participant à des votes ou dans des espaces qui sont aujourd'hui dédiés à des personnes souvent un homme, un mâle, blanc et avec un certain nombre de diplômes, mais les gens s'organisent.
Et je pense qu'il y a une partie des gens qui ont le pouvoir positionnel qui ne sont plus en capacité de voir ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers populaires ou même dans les campagnes. Et je pense qu'il faut revenir aussi à ça. Yves Saint-Omer, je vous laisse non seulement réagir comme vous le vouliez, mais conclure cet échange parce qu'on arrive au bout des 50 minutes et qu'on a déjà pris un tout petit peu de retard sur le déroulement de l'après-midi. Donc à la fois réaction, à laquelle j'ajoute une question, mais qui est sans doute liée. Je le disais en introduction, vous connaissez bien l'Amérique latine. On a là, dans ces pays, quand même, des exemples de gauche au pouvoir avec un certain recul géographique et historique. Déjà, est-ce qu'à partir de là, on a de quoi penser tout ce qu'on vient de se dire là, et notamment cette articulation qu'on a sentie difficile des fois entre questions sociales et questions démocratiques? Alors, juste un mot d'abord sur le community organizing. Il me semble que le cœur de cette pratique et de cette théorie-là, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou dans le sud global, c'est d'aider les groupes subalternes, les groupes marginalisés dans la société, à s'auto-organiser pour gagner en pouvoir dans la société. Mais une chose fondamentale, du coup, c'est que les community organizers, ceux qui aident, vont pas être ceux qui vont diriger. C'est de faire émerger ce qu'ils en appellent des leaders communautaires, donc aussi des figures charismatiques quelque part, mais à un niveau plus local, qui vont être issus des communautés eux-mêmes. Et du coup, même si le risque d'instrumentalisation politique n'est pas complètement évité d'emblée, le fait que ces communautés s'auto-organisent autour de leaders propres réduit beaucoup ce risque d'instrumentalisation et donne une capacité de réaction. Et je crois que si c'est en France adopté, le test ce sera ça. Est-ce qu'on aide les gens à s'auto-organiser ou est-ce qu'on les organise en continuant à avoir des leaders qui viennent d'autres groupes que ceux qui s'organisent? Alors, pour revenir sur l'Amérique latine, il me semble qu'on a eu en Amérique latine, pendant 2 décennies, une série d'expériences extrêmement riches qui ont donné lieu à des innovations constitutionnelles, à des mouvements sociaux extrêmement importants, qui ont permis de faire émerger sur la scène politique des couches notamment métissées ou indigènes qui en étaient exclues, des couches populaires qui en étaient exclues, et donc il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé. Et puis, avec des nuances importantes d'un pays à l'autre, ces gouvernements se heurtaient à 2 grands problèmes. Le premier, qui a été fondamental, c'était qu'ils sont restés dans un modèle productiviste, extractiviste, on dit en Amérique latine, de développement, qui reposait surtout sur l'exploitation des matières premières et leur exportation. Dès que le cycle des matières premières se retourne, eh bien, on atteint des limites évidentes. Et ça s'est posé un peu partout en Amérique latine. Et puis le deuxième modèle, c'est que le deuxième problème, c'était que d'un côté, il y avait un appel à la participation, à la mobilisation, à l'activité civique venant du bas. Et ça s'est réalisé à des degrés divers, là encore, de façon importante dans ces pays où la gauche était au pouvoir. Et en même temps, des figures charismatiques très fortes qui tendaient à concentrer l'essentiel du pouvoir et qui, dès lors que des contradictions s'ouvraient à l'intérieur du camp populaire, disons, tendaient à dériver de façon autoritaire, de façon plus ou moins accentuée. Alors ça a été moins fort dans un système comme le Brésil, qui est plus équilibré, mais là c'est la corruption politique qui a emmené le Parti des travailleurs dans des eaux qui étaient normalement celles où ses adversaires frayaient depuis bien longtemps. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas eu une réussite de la combinaison entre action de leader et puis auto-organisation de la base. Il y a eu à un moment donné, dans la plupart des pays, une contradiction plus ou moins forte. Merci beaucoup à tous les 3.